intervenir. Patrick Gnaudet, je voulais intervenir en tant que président du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine pour apporter quelques précisions concernant ce que Pierre Jouannet a signalé dans son exposé, en particulier sur le fait que depuis 2008, il n'y avait eu aucune autorisation délivrée par l'agence concernant la recherche sur l'embryon. Je voulais signaler qu'il y avait eu une autorisation qui avait été délivrée cette année, en 2014, à l'équipe de Nantes, dirigée par Laurent David, mais qu'il n'y a eu aucune autre demande depuis 2008 de recherche sur l'embryon. Donc ça explique un petit peu cette problématique. Le deuxième point que je voulais signaler, c'est qu'il y a maintenant un formulaire de consentement pour la recherche sur l'embryon à des fins de recherche qui est disponible sur le site de l'agence. Et puis par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'il n'y ait pas de jeunes qui s'orientent dans ce type de recherche, je ne sais pas s'il s'agit vraiment de problèmes de vocation pour ce type de recherche. Je crois que c'est beaucoup plus un problème de financement de la recherche qui se pose qu'un problème de jeunes qui voudraient s'orienter, parce que s'il y avait des financements, je pense qu'il y aurait des vocations. Ce qui m'a été rapporté, c'était que c'était un mélange de financement et de difficultés réglementaires. Voilà. Effectivement, l'agence a comme mission, ce n'est pas l'agence qui l'a choisi, mais c'est le décret ministériel qui dit qu'il doit y avoir un registre national des embryons qui sont inclus dans les protocoles de recherche. Mais il y a aussi un registre au niveau des laboratoires qui font la recherche, c'est-à-dire qu'il y a un double enregistrement, à la fois au niveau des équipes et au niveau de l'agence. Alors souvent c'est fluide et ça se passe bien, puis quelquefois ça se passe pas si bien que ça parce qu'il y a des problèmes d'interprétation des embryons. Par exemple, quand on décongèle un embryon, ce que nous a rapporté un chercheur, et que pour un protocole de recherche, mais que les caractéristiques de cet embryon font qu'il ne peut pas être utilisé pour la recherche, le chercheur aurait tendance à ne pas l'enregistrer puisqu'il ne va pas faire de la recherche, alors qu'au niveau de l'agence, on leur a dit qu'il fallait quand même l'enregistrer, même s'il n'était pas utilisé pour la recherche. Donc voilà, mais ça c'est des détails. En fait, par rapport à ce que disait Patrick Gnaudet, merci pour l'information, Patrick, du fait qu'il y a eu une autorisation de plus. Nous, en fait, on a auditionné, pour tout le travail que je vous présente, c'est le résultat d'un certain nombre d'auditions qu'on a faites, et on a auditionné Arnaud Deguerra, qui est le responsable de la recherche à l'agence. C'était en décembre 2013, je crois bien. Donc, il ne pouvait pas nous mentionner l'autorisation qui avait été donnée en 2014. Ce qu'on doit mentionner, c'est qu'effectivement, il y a eu quelques renouvellements parmi les protocoles. Certains ont prolongé la recherche et donc ont eu des renouvellements depuis 2008. Et puis, il y a quelque chose qu'on a eu beaucoup de mal à cerner, ce sont les études, puisque la loi 2011 prévoyait qu'indépendamment des recherches, il y ait des études qui devaient faire l'objet d'une déclaration à l'agence. Et c'est vrai que sur le site Internet de l'agence et dans les rapports d'activité, on a eu du mal à trouver de quel type d'études il s'agissait, qui les avait fait, quelles étaient les conséquences, etc. Alors que sur la recherche, c'est assez clair, sur les études, c'est plus complexe. Tout ça pour dire que c'est quand même pas très, très simple, tout ça, que ça pourrait peut-être être plus simple. Alors maintenant, sur les jeunes chercheurs et les motivations pour la recherche, le sentiment qu'on a eu en discutant avec les chercheurs et en faisant ce travail au sein des comités d'éthique, c'est qu'on est dans une situation quand même très paradoxale en France en la matière. Parce que d'un côté, il y a un discours très fort qui voudrait protéger l'embryon, pour le protéger d'ailleurs, interdire la recherche. Et d'autre part, il y a aussi un discours très fort qui est pour interdire toute recherche sur l'embryon. Et ça conduit à une forme d'inhibition, on a l'impression, des chercheurs, d'inhibition peut-être des institutions aussi, qui confinent parfois à la paralysie. C'est-à-dire que même indépendamment du fait qu'il n'y a pas les crédits, qu'il n'y a pas la promotion, faire de la recherche sur l'embryon, c'est pas propre, c'est pas bien, c'est condamnable. Et que donc les personnes concernées qui pourraient développer ces recherches n'osent même pas proposer des protocoles. Et le fait qu'il y ait eu si peu
de demande d'autorisation depuis 2008. Je crois que c'est en partie lié à ça. Taux et d'émission. Sixte Planchy, je suis responsable de l'inspection à l'Agence de la biomédecine. Juste 2 points très rapides. Le premier, en ce qui concerne le régime des études, qui a effectivement été supprimé par la loi de 2013, on n'est pas dans un vide juridique. On revient dans le système de recherche clinique qui sera autorisé par la NSM, comme c'était le cas auparavant, après un avis de l'Agence de la biomédecine. Il y a eu, au moment où le régime des études existait, entre 2011 et 2013, 2 dossiers qui ont été déposés, qui ont reçu l'assentiment, et ces études sont effectivement en cours actuellement à Cochin. Le deuxième point, très rapide, c'est en ce qui concerne la traçabilité des embryons. Je crois que le système actuel est le système le plus léger qui puisse être pour avoir une traçabilité des embryons. Les couples qui donnent leurs embryons à la recherche, on leur doit la garantie que ces embryons vont effectivement à la recherche. Or, ces embryons sont conservés, comme le dit très justement le rapport, par les centres d'assistance médicale à la procréation. Ils sont remis par les centres d'assistance d'AMP à l'équipe de recherche. Et il faut bien en avoir la traçabilité. Et c'est pour ça que la loi prévoit qu'il y a un registre qui dit combien d'embryons sont sortis des centres d'AMP et ont été utilisés par la recherche. Franchement, je ne pense pas que ça... Nous, on n'a jamais eu de récrimination sur cette affaire-là, dans la mesure où on donne un certain nombre de numéros d'embryons et que la recherche se fait là-dessus après. Bon, je pense que l'histoire des registres, c'est un détail, peut-être qu'on aura d'autres occasions d'en parler. En revanche, ce que vous dites sur les études, ça m'interpelle un petit peu. Et c'est un des points aussi qui nous a paru flou si on regarde l'histoire des 20 dernières années. C'est-à-dire que la limite entre ce qui est une étude sur l'embryon et une recherche sur l'embryon, ce n'est pas toujours net. Par exemple, un diagnostic préimplantatoire qui est fait à but diagnostic et qui consiste à enlever 2 blastomères sur 8, c'est-à-dire 25% de l'embryon, ce qui est quand même une intervention drôlement invasive, n'empêche pas le transfert de l'embryon dans l'utérus. Donc, je crois qu'il y a là encore une série de positionnements, je dirais, réglementaires ou en matière d'encadrement de ces activités, qui n'est pas toujours de la plus grande cohérence et qui mériterait discussion. Alfred Spira, moi je trouve que cette discussion est formidable. Je ne sais pas si le comité d'éthique a dans ses missions une mission d'interpellation des pouvoirs publics et de la société, en tout cas d'interpellation de l'INSERM. Je trouve que voilà, on se trouve face à une carence qui est très, très bien décrite. Là, il y a une diapo de Pierre Joannet qui est quand même absolument époustouflante. Et puis quand il rajoute qu'on a 5 fois moins de projets qu'en Belgique, ça enfonce complètement le clou et on voit bien qu'il y a un problème. Alors, les décrets, les lois, les lois qui de toute façon n'ont pas de décret d'application, le fait fondamental quand même qu'on soit dans un pays où, par principe, la recherche sur l'embryon est interdite, sauf si elle est autorisée par dérogation, n'est quand même pas, je m'excuse, n'est quand même pas, les décrets d'application ne sont toujours pas sortis, n'est quand même pas un facteur extrêmement favorisant pour que des jeunes chercheurs se lancent dans des recherches dans ce domaine, quand on sait les difficultés de mobilisation des crédits sur des projets de recherche qui entrent dans des domaines où cette suspicion vis-à-vis de la recherche n'existe pas. Je trouve qu'il y a un problème fondamental qui est d'abord celui de l'INSERM. La recherche en reproduction humaine n'apparaît pas explicitement dans les intitulés des instances scientifiques de l'INSERM. C'est quand même incroyable. Ça apparaît dans des parenthèses. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu le jargon INSERM, il y a des intitulés de commissions scientifiques spécialisées, puis des précisions dans les parenthèses. Reproduction apparaît dans les parenthèses. Depuis qu'il y avait une intercommission reproduction humaine à l'INSERM, 1988, quelque chose comme ça, je dis ça de tête, le mot reproduction n'est pas réapparu. Donc il y a d'abord un problème de volonté politique. Ce sur quoi on peut s'interroger dans un comité d'éthique, une fois qu'on a fait le bilan qui nous est présenté, bien entendu, c'est quels sont les ressorts éthiques, moraux, sociaux, politiques qui mènent à cette situation. Et est-ce que cette situation est satisfaisante ou n'est pas satisfaisante?
voilà, moi, de mon point de vue, personnellement, elle n'est pas satisfaisante. Je suis pas le seul. Je pense que je ne suis pas le seul dans cette pièce à avoir ce sentiment. Donc il faut s'intéresser à ces raisons de fond et savoir si on peut les contrecarrer ou on ne peut pas les contrecarrer. Donc pour moi, pour terminer, je m'excuse, il y a un problème de politique scientifique qui est posé à l'INSERM, et c'est à ce problème de politique scientifique qu'il faut s'attaquer d'abord. Les lois, les décrets, les règlements suivront. Bonjour, Rémi Houssen, ITMO Santé Publique. Je suis entouré aujourd'hui de grands pontes, étant moi-même jeune. Je me sens un tout petit peu concerné par cette question de poursuite de cursus et d'implication dans des thématiques un peu touchy, si je peux dire. Ce qui me fait juste vous dire que on a eu la différence entre études et recherche. En recherche clinique, et je suis bien placé pour le savoir, je serai encore demain sur site, on est dans l'obligation de tracer toute personne participant à une étude, tout produit biologique, son devenir, sa conservation, l'objectif de sa conservation, sa transmission dans des pays étrangers éventuellement. Et donc, il me semble un petit peu absurde de dire qu'un embryon qui est une potentialité de personne ne soit pas soumis à minima aux mêmes règles. Sachant qu'en plus, ce n'est pas le produit d'une seule personne, mais de deux. Voilà. Je peux dire quelque chose encore ? Bon, pour terminer, je voudrais juste vous dire que je crois que je me fais le porte-parole du groupe en disant qu'on a été très, très intéressés à amener ce travail, qu'on espère le poursuivre avec l'autorisation du président sur d'autres sujets. Il y a plein d'autres sujets qui sont intéressants. Par exemple, est-ce qu'on peut créer des embryons pour la recherche, qui est beaucoup débattu dans certains pays et qu'on n'a pas abordé. Il y a d'autres questions. Maintenant, il y a juste un sentiment qui nous est apparu assez évident à travers ce travail, c'est qu'on a même à progresser sur nos concepts, sur notre manière de penser l'embryon. Et au sein du comité d'éthique, ça a été particulièrement clair quand on a évoqué l'idée qu'une recherche pouvait être au bénéfice de l'embryon. Qu'est-ce que ça veut dire, une recherche au bénéfice d'un embryon qui n'est pas une personne ? Est-ce qu'une recherche peut être au bénéfice de quelque chose qui n'est pas une personne ? Est-ce que promouvoir une recherche qui pourrait être utile à l'embryon, qui peut être au bénéfice, ne revient pas à changer son statut et à en faire une personne ? Avec toutes les conséquences que cela peut avoir, notamment, par exemple, pour des personnes qui disent il ne faut pas toucher à l'embryon, il ne faut pas faire d'IVG, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai débat éthique que nous avons eu en partie au sein du comité, que je pense que nous allons poursuivre, et qui au-delà du comité d'éthique, concerne, je pense, beaucoup d'autres personnes, c'est-à-dire la manière dont on appréhende cet embryon préimplantatoire, qui existe par centaines de milliers chaque année en France dans les laboratoires de fécondation in vitro, et qui mériterait peut-être un peu plus d'attention, je dirais une attention réaliste pour ce qu'ils sont, avec tout le respect qui est dû à ces embryons, mais une attention quand même pour faire évoluer aussi nos idées là-dessus. C'était juste cette réflexion que je vais donner à la fin, parce que ça a été vraiment présent dans nos discussions, et je pense que ça reviendra dans nos débats ou ailleurs. Voilà. Bien, merci beaucoup à Pierre Joannet, à tout ce groupe de travail.